Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, ceci pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Bénin va une fois encore sacrifier la tradition en commémorant cet événement. Quel est alors l'état des lieux de la presse au Bénin? Que faire pour redorer le blason de la presse béninoise? Autant de questions qui seront abordées sur ce plateau. Et déjà, deux invités, deux hommes des médias qui ne sont plus à présenter. À ma gauche, j'ai Richard Oké. Il est journaliste indépendant. Richard, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci également de répondre à notre invitation. À ma droite, Edouard Adodé. Il est président-directeur général du journal Le Grand Regard. Edouard, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun. Merci de répondre à notre invitation. Malgré votre agenda chargé, vous faites l'effort de quand même répondre à chaque fois que nous avons besoin de vous. C'est un plaisir. Alors, le 3 mai prochain, le monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse et le Bénin ne sera pas du reste de cet événement. D'abord, je commence par vous, Edouard Dodé. Aujourd'hui, quand on parle de la presse au Bénin, quel est l'état des lieux que vous faites dans ce secteur-là? J'avoue que c'est une question dense. Faire l'état des lieux de la presse, je ne pense pas qu'on puisse le faire en quelques minutes. Puisque c'est très profond et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais en quelques mots, comment moi je vois la presse béninoise aujourd'hui? Je pense bien que c'est une presse qui se défend pour exister. C'est une presse qui essaie de forcer les choses pour être à la page, pour ne pas être en déphasage avec les réalités aujourd'hui, puisque à chaque période, la presse est confrontée à des défis à relever. Donc, je pense bien que vaille, la presse béninoise essaie d'affronter les défis du moment. Et je pense bien que dans l'ensemble, je peux dire que la presse béninoise essaie de jouer son rôle comme cela se doit. Parce que jusque-là, on ne peut pas dire que la presse a été la porte par laquelle le démon est entré pour saccager au Bénin. On ne peut pas dire que la presse est l'élément utilisé pour mettre en mal la démocratie béninoise, puisque ailleurs, vous connaissez bien l'histoire du Rwanda, c'est à partir de la presse que tout est parti. Donc je pense bien que sur ce point, la presse béninoise essaie de travailler pour ne pas être l'instrument que le diable pourrait utiliser pour mettre en mal la paix et la démocratie au Bénin. Donc je pense bien que au regard de ce résultat que nous avons avec l'effort des uns des autres, malgré l'environnement qui n'est pas forcément propice à l'éclosion des talents des journalistes, je pense bien que la presse de manière générale est restée fidèle à sa vocation, est restée fidèle à sa ligne, qui est d'informer, qui est de jouer ce rôle d'éveilleur de conscience au sein de la République. Donc je pense bien que la presse béninoise joue son rôle comme cela se doit, mais elle pourrait mieux faire si on arrivait vraiment à agir sur certains leviers qui constituent jusque-là des freins pour une réelle liberté de la presse au Bénin. Richard, ok. Moi, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à quelqu'un qui a eu la grâce de diriger notre pays et quelqu'un sous qui la presse béninoise a écrit ses plus belles lettres, les lettres de noblesse de la presse béninoise, bien sûr. Je veux parler de feu Mathieu Kérépo. Alors, pour répondre à votre question, je pense que la presse aujourd'hui est confrontée à beaucoup de défis. Cette presse-là doit faire l'effort de s'accommoder à tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand je dis tout ce qui se passe, je fais allusion au TIC. Et je sais que vous savez aussi bien que moi que aujourd'hui dans notre pays, nous devons faire l'effort autant que faire se peut pour que la presse ne soit pas vue d'un mauvais œil. Nous savons tous que le pilier que constitue la presse dans un pays, c'est que chez nous, par exemple, c'est le quatrième pouvoir, comme on le dit.
Mais ce pouvoir-là, pour moi, commence pas à s'effriter un peu. Et j'ai l'impression que la presse béninoise commence aujourd'hui par être confrontée à des difficultés qui sont liées à la législation en vigueur dans notre pays. Et cette législation-là, je suis sûr que nous allons en parler si vous le permettez, me fait dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec la hantise qu'à un moment ou à un autre, on peut vous interpeller pour vous interroger par rapport à telle ou telle autre chose. Et j'estime qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la dépénalisation des délits de presse, nous serons toujours dans cette hantise-là, même s'il faut travailler à faire en sorte que le professionnalisme soit la chose la mieux partagée dans ce domaine. Voilà. Édouard Adodé, vous avez dit tout à l'heure que l'environnement n'est pas propice pour l'exercice de ce métier au Bénin. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, si je dis l'environnement n'est pas propice, ce n'est pas à prendre au sens premier du thème, parce qu'il y a pire ailleurs. Faut pas que nous tenons ici un discours alarmiste. Il y a pire ailleurs, donc je pense bien que le Bénin a fait un effort. Mais quand je parle de l'environnement qui n'est pas toujours propice à l'exercice ou à la liberté réelle de la presse, mon vis-à-vis Richard vient de dénoncer déjà une partie des éléments qui aujourd'hui constituent des gros d'étranglement pour la presse béninoise. Le code du numérique aujourd'hui fait que le journaliste n'est pas toujours libre de faire son travail comme cela se doit, parce que créant cette épée de Damoclès qui plane sur toutes les têtes, on est obligé de porter assez de gants pour faire le travail. Donc quand c'est comme ça, et quand il y a cette peur qui anime le journaliste, ce n'est pas toujours évident de donner le meilleur de soi pour vraiment remplir le panier qu'on appelle la liberté de la presse. Donc je pense bien que c'est d'abord ça, les tests. Il faut revoir les tests. Les tests constituent le grand problème que nous avons actuellement au Bénin, puisque il y a une grande confusion qui se fait entre le journaliste et l'animateur des réseaux sociaux et autres, puisque le code du numérique met pratiquement tout le monde dans le même panier. Ce qui fait que le journaliste qui est appelé à affronter le défi du numérique se voit confronté à cette difficulté, à cette situation-là, parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux journalistes de fonctionner seulement sur les médias classiques qu'on connaissait. Et quand vous faites déjà le constat, presque tous les médias aujourd'hui immigrent vers le numérique, parce que sans le numérique, la presse ne peut plus exister. Ça fait partie des défis de notre temps. Or, aujourd'hui, avoir le code du numérique qui ne fait pas trop de différence entre celui qui est journaliste professionnel et web activiste, ça pose des problèmes, et ce qui fait que la liberté d'expression n'est pas toujours ce qu'elle doit être. Aujourd'hui, on est permis d'entendre que tel confrère est devant les juridictions pour une situation ou une autre, parce qu'on aurait avancé des opinions sur tel sujet et autres. Donc je pense bien que c'est ce qui fait que aujourd'hui on a l'impression que la liberté de la presse au Bénin est malade, est souffrant. Donc on peut améliorer si vraiment on arrive. Et je pense bien que les choses sont déjà en cours pour que vraiment on puisse revoir les conditions d'application de cette loi, par exemple, lorsque il s'agit des journalistes qui sont mis en cause. Votre vis-à-vis parle de la liberté de la presse est malade au Bénin aujourd'hui. Pour vous, est-ce que ça se confirme? Elle est même gravateur. Je pense que, sincèrement, ce fameux code du numérique, on doit revoir. Vous savez que ce code-là a été voté ici, ma mémoire ne me fait pas de défaut, en 2018, et il y a eu quelques réajustements 2 ans plus tard. Mais lorsque vous prenez ce code-là, déjà le ton est donné au niveau de l'article 4 jusqu'au niveau de l'article 11. Vous sentez d'office que le législateur a fait le choix de la répression, ou je peux même dire de l'oppression. Quand vous regardez un peu et quand vous lisez, on se dit que c'est comme si les vieux démons sont de retour. On se souvient que dans un passé, dans notre pays, il y a eu des journalistes qui ont été inquiétés d'une manière ou d'une autre
dans l'exercice de leurs fonctions. Et quand on pense que cette époque-là est totalement révolue, on se rend compte qu'on a tout faux, puisque aujourd'hui, nous sommes également confrontés à cette situation. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a encore un journaliste de notre pays qui est placé sous convocation parce qu'il doit répondre des faits qui lui sont reprochés toujours dans l'exercice de ses fonctions. Et quand vous êtes dans cette hantise-là, je viens de le dire, il est difficile de travailler comme cela se doit. Parce que vous imaginez votre enfant, si vous avez toujours le bâton derrière lui, il lui est difficile de bien assimiler si vous n'essayez pas de mettre la thérapie qu'il faut en place pour pouvoir faire passer votre message. Quand je le dis, je n'exhorte pas les journalistes à ne pas être professionnels. Je ne dis pas que le journalisme doit être quelque chose chez nous où tout le monde fait ce qu'il veut et un matin on se réveille pour devenir journaliste. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis dans cette profession-là, il faut faire en sorte que le journaliste, en rédigeant, en étant dans sa rédaction, ne pense pas au code du numérique et de ses avatars. Voilà. La presse constitue l'enfant malade du régime de la rupture, si on peut le dire, parce que depuis 2016 aujourd'hui, aucun aide aussi, si on peut le dire ainsi, n'est apporté à cette corporation, alors qu'on sait quand même le rôle qu'elle joue quand même pour l'information, porter l'information, elle va recueillir l'information et est revenue, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, on sent que même si des réformes sont annoncées, ceci tarde à prendre. Bon, je dirais que c'est une vue d'esprit parce que souvent quand on parle de l'aide à la presse, je suis un peu réticent par rapport à ça parce que si nous considérons la presse comme un pouvoir, ce ne serait pas agréable que ce pouvoir soit dépendant des autres pouvoirs. Parce que si financièrement la presse doit dépendre des autres pouvoirs, je me demande si elle pourrait jouer convenablement son rôle. C'est normal aujourd'hui, au regard de l'environnement socio-économique de notre pays, c'est pas évident d'espérer de grandes choses des organes de presse s'il n'y a pas une aide extérieure pour booster un peu ce qui se fait au niveau commercial au sein de ces organes de presse. Mais je pense bien qu'on ne doit pas seulement tabler sur l'aide de l'État pour demander aux organes de presse de survivre. Si nous voulons vraiment une réelle liberté, il faudrait travailler à autre chose. Moi, j'ai souvent dit que pourquoi ne pas trouver un régime spécial d'imposition pour les organes de presse. Aujourd'hui, les organes de presse sont considérés comme des établissements commerciaux. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parfois. Or, le travail qui s'y fait, c'est un travail, je dirais même, qui est semblable à ce que font les ONG et autres. Donc, je pense bien que si on peut, par exemple, jouer sur le levier de l'imposition, ça pourrait aussi soulager les organes de presse parce que il faut que les sociétés de presse se portent bien pour que le journaliste également soit bien traité. Si le promoteur doit chaque fois penser au fisc, penser aux différentes exigences des impôts, je pense bien que ça agit sur la qualité du travail également. Donc, en dehors de l'aide, je ne suis pas contre l'aide de l'État, mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'il faut pour que l'exercice ou pour que le métier soit exercé dans les meilleures conditions. Cela peut venir juste pour booster, mais il faut revoir également les conditions de fiscalité pour les entreprises de presse afin de soulager les patrons de presse pour que le journaliste soit bien. Parce que lorsque le journaliste est bien traité dans sa rédaction, il peut facilement travailler. Il peut travailler voilà, avec le cœur à l'œuvre. Mais si déjà l'entreprise de presse a des difficultés face au fisc, ça va forcément avoir des répercussions sur le personnel. Donc je pense bien que c'est un ensemble et trouver le mécanisme nécessaire pour que les entreprises de presse puissent vraiment prospérer au Bénin, ce qui va forcément agir sur la liberté de la presse au Bénin. Et dans la deuxième, comment vous pouvez comprendre que dans un pays sérieux, qu'on supprime, je dirais, le ministère de la Communication, alors que ce ministère quand même joue un rôle très important? Bon, cela va de soi. Parce que quand vous dites que ce ministère jouait un rôle important, je me demande qu'est-ce que le ministère faisait en son temps. Jusqu'à présent, face à cette question, je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante. Qu'est-ce que le ministère de la Communication apportait en ce temps si ce n'était pas pour vassaliser ce quatrième pouvoir-là
Donc je pense bien que puisque au moment où le ministère existait, par exemple, si vous prenez la carte de presse au Bénin, la carte était signée pratiquement par 2 autorités. Et je me demande, est-ce qu'on avait besoin de ça avant de donner une authenticité à cette carte-là? Puisque la carte était signée à la fois par le président de la RAC et le ministre de la Communication. Si cela se limitait seulement à ça, je pense bien que le chef d'État a pleinement raison de passer à la suppression de ce ministère parce que de manière fonctionnelle, je ne vois pas l'impact réel de ce ministère qui existait sur la liberté de la presse ou l'exercice du métier au Bénin. Donc, si c'est juste pour remplir une formalité, le mieux, c'est de passer à autre chose et laisser d'autres personnes s'occuper de la régulation. D'abord, la Constitution a déjà prévu la RAC qui est déjà là, qui a toujours fonctionné. Donc, je pense bien que la RAC est mieux placée. Si la RAC fait bien son travail, le ministère de la Communication, pour moi, n'a pas grand rôle à jouer. Donc, pour moi, la suppression n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème qu'on peut poser, c'est le problème de la carte de presse. Voilà. À la date où nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes au Bénin. Voilà, on va revenir sur ce sujet. Vous voyez, votre vis-à-vis disait qu'il était pour la suppression de ce ministère. Pour vous, est-ce que vous êtes d'accord? Celui qui a supprimé ce ministère-là a certainement estimé que le ministère de la Communication était devenu superflu à un moment donné. Moi, je pense exactement la même chose que Edouard, parce que depuis que le ministère a été supprimé, nous n'avons pas constaté quelque chose qui se faisait, qui ne se fait plus aujourd'hui. D'abord, le ministère de la Communication se chargeait de porter la voix du gouvernement. La voix du gouvernement est toujours portée et vous savez que c'est le secrétaire général adjoint du gouvernement qui s'en charge. L'autre facette de cette suppression, c'est que le ministère chargé de la digitalisation, dirigé par Mme Zoumarou, s'occupe cumulativement de cette communication-là lorsque le besoin se fait sentir. Donc, je ne pense pas que ça soit négativement quelque chose qui a pu trancher un peu la gorge des journalistes, entre griffes bien sûr. Mais lorsque vous observez un peu par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que les organes de presse aujourd'hui ne sont pas à minimiser, étant entendu que le rôle joué par ces journalistes-là est un rôle très important, un rôle nodal. Dans toute société qui veut grandir, qui veut prospérer, l'information est à considérer à sa juste valeur. Et donc, les personnes qui y travaillent doivent être également dans des conditions optimales. Lorsque ces personnes-là ne sont pas dans de très bonnes conditions, je ne vois pas comment elles peuvent donner le meilleur en travaillant dans leurs organes de presse. Donc, il faut faire en sorte que les organes ne soient pas asphyxiés. Il a dit en faisant allusion au fisc, mais moi je pense qu'au-delà de ça, il faut obliger certains organes de presse ou certains responsables d'organes de presse à déclarer leurs journalistes, le personnel, parce que beaucoup de nos collègues travaillent entre griffes dans le noir et on ne sait pas quel est leur statut exact. Donc il faut également demander à l'État, certes, de faire en sorte que le fisc ne soit pas un fardeau pour les responsables, mais les responsables des organes de presse également doivent travailler pour faire en sorte que le personnel soit mieux loti. Aujourd'hui, on peut l'affirmer ainsi que nous n'avons pas de journalistes au Bénin. Pourquoi? Parce que la carte de presse fait défaut, mais nous avons des instances de régulation, nous avons des fêtiers, l'UPMB, l'ODEM, si on peut le dire ainsi, mais on semble que la situation va de mal en pire, c'est la sourde oreille, personne ne réagit, Edouard Adodé, alors que nous avons la RAC qui est là également, qui doit vraiment se pencher sur la question, mais jusqu'aujourd'hui, c'est le statu quo. Quand vous parlez de mal en pire, ça me fait sourire puisque la présidente de l'UPMB ne sera pas d'accord avec vous. Surtout récemment, elle a été reçue par la RAC, des clarifications ont été données et j'ai semblé lire dans son intervention qu'il y a de lueur d'espoir. Mais ce n'est pas cette lueur d'espoir qui règle le problème. Parce que la carte de presse, même si la carte n'a pas toutes ses valeurs au Bénin, c'est quand même quelque chose qui
préserve le journaliste, qui certifie de ce que quelqu'un vraiment est journaliste. Donc je pense bien que c'est une situation déplorable parce que depuis plus d'1 an que la liste est sortie, la liste de ceux-là qui doivent bénéficier de cette carte, cette liste est publiée. Je ne comprends pas pourquoi ce silence. La HAC a essayé d'apporter des clarifications en indexant le nouveau processus qui est mis en place pour la délivrance, c'est-à-dire l'implication de l'ANIP dans la confession. Donc je pense bien que ça ne devrait pas poser problème puisque si déjà les dossiers sont validés et que les frais d'impression ont été payés par les journalistes, on devrait avoir cette carte-là dans la plus grande facilité pour que on ne les laisse pas avec la peur au ventre, parce que celui qui n'a pas sa carte de presse, comme vous l'avez dit, il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste et à tout moment, lorsqu'il y a des difficultés avec les juridictions, avec la justice, il a des difficultés à se justifier. Rappelez-vous le cas de celui-là, du promoteur de Crystal News. Je veux parler de Vigile Avancé. Tout récemment, il a des difficultés à justifier. Jusqu'à présent même. Voilà. Avec la Voilà, ouais, donc quand c'est comme ça, je pense bien que ce n'est pas bien, ça ne permet pas un réel exercice du métier. Donc quand c'est comme ça, il faudrait que la HAC puisse travailler de manière accélérée pour que la carte de presse ne soit pas ce qui pose problème pour l'exercice du métier au Bénin, mais qu'on puisse vraiment ça puisse être une formalité et tous ceux qui remplissent les conditions puissent leur délivrer la carte de presse sans grand souci. Ok, là déjà nous parlons des difficultés que rencontrent les professionnels des médias. Je crois que la carte de presse, c'est le sésame qui permet à chaque professionnel des médias de se réclamer de ce corps-là. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'exhiber cette carte-là face à certaines instances de notre pays, je crois que vous êtes forcément en difficulté. Mais à y voir de près, moi je me dis qu'il y a véritablement un problème. Ce n'est pas la durée que met la HAC à délivrer la carte qui me pose principalement problème moi, mais c'est entre griffes le mépris. Quand je parle de mépris, en fait, lorsque vous êtes en difficulté pour délivrer des cartes à des centaines de journalistes à travers le pays, la moindre des choses, c'est de sortir pour communiquer par rapport à ça. Ça ne coûte pas grand-chose. Nous connaissons la relation que la HAC entretient avec l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ils n'ont pas besoin de débourser des millions pour ça. Il suffit de sortir pour dire, eh bien, nous avons des difficultés dans tel domaine, ce qui fait que nous n'avons pas encore pu délivrer ces cartes-là. On ne devrait pas attendre que les professionnels des médias crient sur tous les toits avant de pouvoir réagir. Et même la réaction que j'ai vue il y a quelques jours est une réaction très timide. Et je crains que demain ne soit pas la veille par rapport à cette délivrance-là, puisqu'on nous dit encore que ces cartes-là vont transiter par l'ANIP avant d'échouer dans les poches des professionnels des médias. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer. Espérons que l'ANIP ne soit transformée en censure ou en censeur en ce qui concerne ces cartes-là, parce qu'en réalité, nous savons tous que depuis un moment, il y a des bruits de bottes en ce qui concerne la liberté de presse dans notre pays. Et il est important que l'organe ou les organes qui représentent les journalistes sur le plan national travaillent à rassurer les journalistes afin que, dans un bref délai, qu'on puisse entrer en possession de ces différentes cartes-là. Edouard Radodé, on parlera rapidement de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aujourd'hui, qui est l'instance qui régule quand même les médias au Bénin. Aujourd'hui, est-ce que réellement la HAC joue convenablement son rôle en termes de régulation des médias au Bénin? Parce que on le voit, chacun fait ce qu'il veut sur la toile, chacun est journaliste, chacun écrit ce qu'il veut. À l'arrivée, est-ce que la HAC vraiment arrive à réguler ce secteur-là? C'est une question, j'avoue, compliquée parce que je me demande si c'est le lieu de faire le procès à la HAC, puisque quand je vois l'instance par rapport à ses moyens, par rapport à sa composition, est-ce qu'elle pourrait faire plus que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui?
Je ne crois pas, parce que c'est tout récemment que la loi organique qui régule le fonctionnement de la RAC a été touchée pour l'adapter un peu au goût du jour. Mais ça, ce n'est pas encore suffisant. C'est la raison pour laquelle le chef d'État a demandé tout récemment que des consultations soient faites pour déboucher sur des réformes. Donc je pense bien qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, je peux dire que la RAC joue son rôle, vaille que vaille. Vaille que vaille, parce que elle ne peut pas faire au-delà, elle ne peut pas faire de la margie pour faire la régulation, le suivi des organes de presse. Mais voyez tout ce qui se passe en période électorale. La RAC essaie de faire ce qu'elle peut faire pour cadrer, parce que c'est des périodes sensibles. Donc, en dehors de cette période-là, il y a autre moment. En ce moment-là, c'est au cours de ces périodes, autres que celles liées aux élections, on ne sent pas trop la présence de la HAC. Et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, c'est le défi les défis liés aux nouveaux médias. La gestion ou le suivi des nouveaux médias pose problème au niveau avec la RAC, parce que c'est tout un ensemble, c'est un foutu à ce niveau-là. Donc, je me demande comment ça va se passer. C'est pourquoi ceux qui s'accrochent au code numérique, je ne leur trouve pas parfois tort, parce que c'est aujourd'hui le seul moyen qui existe pour pouvoir mettre un peu de frein au niveau des nouveaux médias. Sinon, tout le reste, c'est vraiment difficile à appréhender, pas la RAC, mais je pense que dans l'ensemble, on ne va pas dire que la RAC ne joue pas son rôle comme ça se doit, parce que jusque-là, elle essaie d'être, bon, je n'aime pas souvent utiliser le terme gendarme, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gendarmes derrière les journalistes avant qu'ils ne fassent leur métier. Mais elle essaie, la RAC, autant pour moi, essaie de travailler de sorte à ce que la liberté de la presse soit garantie. Parce que ça fait partie de sa première mission. Travailler à ce que la liberté de la presse soit garantie. Or, on ne peut pas parler de la liberté de la presse aujourd'hui sans inclure les nouveaux médias, puisque aujourd'hui, c'est ça, les nouveaux médias constituent les canaux les plus utilisés pour l'information et pour la communication. Donc, je pense bien que la RAC a relevé ce défi d'adaptation. Ça se fait, mais ce n'est pas encore ça. Mais pour ce qui concerne les médias classiques, je pense bien que le suivi se fait comme ça, parce qu'il y a des sanctions qui sont prononcées par moment, même si j'aurais souhaité même que ce ne sont pas seulement des sanctions négatives, mais que des fois qu'on ait des sanctions positives, parce qu'il y en a qui font très bien leur travail. Mais si pas au moins la RAC ne les encourage pas, cela aussi ne donne pas aussi, cela ne permet pas l'émulation. Donc je pense bien que au-delà de la sanction négative, il faut aussi créer la sanction positive, trouver les moyens pour encourager ceux qui font bien le métier. Il y en a plein dans le pays. Là, cela permettra aux brebis galeuses de se mettre au rang pour devenir des modèles aussi dans le métier. Richard Oké, que faire pour redorer le blason de la presse béninoise aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire qu'en ce qui concerne la RAC, on ne peut pas trop demander à cette institution-là. On ne peut pas demander à l'institution d'infiltrer 12 millions de portables, fois le nombre de portables que chaque Béninois a aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'il faut faire en sorte que ceux qui composent l'équipe de la RAC soient vraiment des professionnels. Lorsque vous regardez un peu l'ossature de cette équipe-là aujourd'hui, vous vous posez des questions. Que l'institution ne devienne pas une caserne où on récompense les amis et les copains politiques, mais que ça soit destiné exclusivement et essentiellement aux hommes de la presse. L'autre chose, vous me demandez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour redorer le blason. Je pense que tout au long de cette émission, nous l'avons signifié. Il faut d'abord responsabiliser les journalistes. D'accord? Quand je dis responsabiliser, faire en sorte que le statut du journaliste soit clair. On doit savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ensuite, il faut faire en sorte que le journaliste soit dans de très bonnes conditions pour pouvoir travailler dans l'impartialité surtout, et faire en sorte que les responsables des organes de presse également soient des personnes qui non seulement s'y connaissent, mais mettent leurs employés dans des conditions meilleures. L'autre chose qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est que les professionnels des médias eux-mêmes doivent, au-delà des formations classiques qui sont données par les instances qui dirigent la presse au niveau national, travailler
à se former davantage. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire à travers le même numérique que nous avons décrié sur ce plateau-là. Faire en sorte que, en ce qui concerne les réseaux sociaux, en tout cas, que chaque administrateur, que chaque personne qui se trouve travaille à répondre lorsque le besoin se fait sentir des actes qu'il aurait posés, donc de ne pas faire dans la diffamation, dans les déclarations tapageuses pour après dire que c'est les responsables du pays qui mettent la pression. Edouard Adodé, pour conclure. Je dirais simplement bonne fête à nous, professionnels des médias. Je demande que chacun puisse faire son travail consciencieusement. Parce qu'au-delà de tout, si nous ne prenons pas conscience de ce que nous constituons un pouvoir, nous ne pourrons pas vraiment faire quelque chose pour notre propre bonheur. Donc je pense bien que nous devons aller au-delà des questions substantielles qu'on se pose tout le temps et faire le travail comme cela se doit avec beaucoup plus de professionnalisme et de conscience. Et je pense qu'avec ça, le reste peut suivre par la suite. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu de la bouche du PDG du journal Le Grand Regard, que chacun fasse son travail consciencieusement et avec professionnalisme. C'est sur cette invite que nous mettons un thème à cette émission. Merci à mes invités qui ont répondu présent à cette invitation où nous avons passé au peigne fin l'état des lieux de la presse au Bénin. Que faire pour redorer l'image de cette presse quand on sait quand même qu'elle contribue véritablement à l'essor de notre pays. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, Edouard Adodé. Merci à Richard Oké d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci également à l'équipe de réalisation, Kurt Zamba, Diane Kotokor, Suzanne Yarou. Quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.